on vous retrouve depuis que votre nom a défrayé la chronique en France, un ministre qui parle de vous, ministre des Affaires étrangères, et des sanctions européennes que l'on vous inflige, sanctions purement administratives, profondément injustes. C'est en tout cas mon avis personnel, mais je ne vais pas y passer des heures, j'en ai déjà parlé. Donc moi, je voulais savoir un peu, peut-être que vous reveniez sur ce qui vous est infligé et les réactions, et vos réactions, et ce que vous avez prévu de faire pour réagir à ces sanctions. Les sanctions administratives, en fait, c'est essentiellement, je dirais, financier. C'est-à-dire que mes avoirs ont été gelés. J'ai également un appartement à Paris, il est gelé, mais en fait, je peux y habiter. Je n'ai pas le droit de le vendre et de le donner à louer. Je ne fais ni l'un ni l'autre. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de problème. Du côté, en revanche, ce qui est vraiment gênant, c'est le fait que mes comptes soient gelés. Et puis, j'ai perdu tout ce qui était mes levées de fonds. C'est-à-dire, mon Patreon est fermé, mon Tipeee est fermé, mon compte PayPal est fermé. Donc tout ça, je l'ai perdu. Heureusement, j'ai évidemment, ma vie est en Russie et pas en France, donc bon, je suis pas particulièrement touché personnellement, mais bon, ça nuit un peu. On est en train de rebondir, mais ça paralyse partiellement notre travail sur Stratpol. Voilà. Oui. Mais on est en train de s'organiser. Ce qui m'inquiète surtout, c'est le fait que je sois invisibilisé sur les réseaux sociaux. Oui. Puisque en fait, c'est depuis l'arrivée, on va dire, de Musk, de Vance à la vice-présidence. Vance, c'est Rumble. Mais on avait vu aussi une évolution sur Facebook avec Zuckerberg. C'est-à-dire que finalement, ils se remettent aux États-Unis. Les États-Unis se remettent à respecter le premier amendement sur la liberté d'expression. Ce qui, en France, oui. Nous, encore une fois, ça dépend de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme qui dit, en gros, vous avez le droit, la liberté d'expression, c'est bien, c'est limité parce que décide le Parti socialiste. En gros, c'est ça. Ça, aux États-Unis, comme le disait très bien Elon Musk, c'est un absolu, paramount. Donc en fait, par rapport à YouTube, qui là est vraiment, et Google, qui sont vraiment des gauchistes, donc qui sont surtout. Dès que le gouvernement le demande, ou même selon leur propre initiative, Rumble, Musk et Odyssey et Telegram avec Pavel Durov ne censuraient pas, sauf si jamais ils en recevaient. Il y a une loi qui était prise, par exemple, RT en français est censuré sur Odyssey et sur Telegram et sur Twitter, mais dans les pays de l'Union européenne. Moi, c'est ce qui pourrait m'arriver. C'est-à-dire que tout d'un coup, mon Twitter, pour y avoir accès, il faudrait avoir un VPN. C'est pour ça que j'encourage tous les gens qui me suivent. C'est même pas que moi, en fait. Si on vraiment veut contourner cette censure qui est maintenant systématique, qui est un des traits du régime, il faut se doter d'un VPN. On peut pas faire ça. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, on a lancé ce qui existait déjà, mais on l'avait laissé un peu de côté, c'est la lettre d'information hebdomadaire. Donc ça, les gens doivent s'inscrire, aller sur notre site, en bas, ils s'inscrivent à la lettre hebdomadaire, et donc toutes les semaines, ils vont recevoir un email avec tous nos contenus, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est incensurable. Ça, même si jamais on est invisibilisé. Et alors, ce qui m'a fait très plaisir, c'est qu'à partir du moment où j'ai lancé cette campagne, en quelques jours, hier soir, on était à 22 000 abonnés. Donc, ce qui veut dire que j'espère que ça va continuer comme ça. Je vais vraiment mettre le paquet. Et donc, on va pouvoir continuer à travailler et peut-être même augmenter notre visibilité. Ça, c'est le bon côté. C'est-à-dire que dans la mesure où j'ai été désigné quasiment comme l'ennemi public numéro 1 par Jean-Noël Barrot, qui, à mon avis, est pardonnez-moi l'expression, mais un pète au casque. Hein. Pourquoi parler de moi ? Me censurer, c'était déjà me faire de moi un héros, mais en plus me citer, mais il est ministre des Affaires étrangères. Et j'étais en catégorie poids plume, il me fait passer en poids lourd
en l'espace d'une phrase qui maintenant va me servir de générique d'ailleurs. Je trouve que ça va très bien. Et donc voilà. En tout cas, ce qui est clair, c'est que je ne vais évidemment pas baisser les bras. Je suis au contraire plus motivé que jamais pour continuer le travail de Stratpol, le travail de réinformation. En plus, on parlera peut-être du conflit tout à l'heure, mais on va avoir une année 2026 extrêmement intéressante par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Donc ça, voilà, ça ne m'arrêtera pas. Et puis, de toute manière, encore une fois, la technologie est de notre côté. Et la technologie nous rendra libres, donc, ainsi que la vérité. Donc, on va utiliser tous les moyens qu'on a pour continuer. Du point de vue judiciaire, ce que je voudrais faire, mais c'est compliqué parce qu'il faut que je trouve de l'argent. Et mes fonds sont bloqués. Mais je vais porter plainte contre Jean-Noël Barrot pour diffamation. J'ai déjà consulté un avocat. Donc en fait, puisque dans sa déclaration et dans son email, c'est à la fois diffamatoire et injurieux. Il me qualifie d'ingénieur du chaos, agent de déstabilisation, etc. Et donc tout ça va falloir le prouver maintenant. Donc, alors évidemment, comme il est ministre, ça passe par la haute cour de justice. Donc c'est plus politique que juridique, mais cela dit, ça vaut la peine d'essayer. Et puis je dois ça aussi aux autres, à des gens comme vous, à des gens, c'est-à-dire que si on peut faire un peu de jurisprudence, et ça, donc c'est la deuxième chose que je dois faire, c'est porter plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme. Étant donné le côté arbitraire et le fait que je n'ai pas eu le droit à un procès équitable, je pense que mes avocats, largement chance de l'emporter. J'espère qu'on aura là aussi une décision qui fasse jurisprudence pour que la gauche bourgeoise française ne puisse plus censurer les intellectuels, les militants, ou alors si jamais ils veulent faire, qu'ils soient obligés de passer devant un tribunal. Et pas par le fait du prince, comme c'est le cas aujourd'hui. Voilà. Et là aussi, encore une fois, c'est aussi un bon côté, c'est-à-dire qu'ils se révèlent tels qu'ils sont. Et c'est plutôt pas mal. Et ça montre à quel point la situation pour eux en ce moment est difficile. C'est que pour qu'ils en arrivent à de telles extrémités, où précisément ils se révèlent aux yeux du monde tels qu'ils sont, où ils donnent un argument. C'est un argument qui est donné pour les Frexiters, dont je fais partie, qui est fantastique. Parce que là, on montre que à quoi sert l'Union européenne. Eh bien, c'est simple. Lorsqu'un intellectuel, un journaliste, un militant ne peut pas être censuré parce qu'il n'a pas enfreint à la loi, grâce au Conseil européen, donc la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, eh bien, ils peuvent comme ça être punis. Et surtout, je dirais qu'à la limite, si j'étais mis en examen pour trafic de drogue, je serais moins contraint que là, puisque par exemple, je pourrais utiliser ma carte de crédit. Aujourd'hui, je ne peux pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut montrer, et je pense que ça va être vraiment un bon ça va s'ajouter aux autres arguments qui montrent que la destruction de l'Union européenne doit être la préoccupation principale de l'action politique de tout militant nationaliste ou patriote ou de gauche populaire. Donc c'est vraiment voilà. On sait maintenant, c'est pourquoi concrètement c'est une dictature, c'est une tyrannie, et il faut se battre contre ça. Et vous pouvez compter sur moi, je vais pas les rater. Vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, je dirais que tous ceux qui sont hostiles à ce système et hostiles donc aux euroglobalistes devraient penser à cela, et leur positionnement aussi en géopolitique devrait être en partie au moins déterminé par le fait d'être tout à fait dans l'hostilité à l'Union européenne et espérer et contribuer à sa destruction. On est tout à fait d'accord. Comment vous jugez aussi de votre collègue, le colonel Jacques Beau, qui lui, donc suisse, vivant en Belgique, donc en plein territoire de l'Union européenne, sa situation? Est-ce que vous l'avez réussi d'ailleurs à le joindre, échanger avec lui? J'ai pas échangé avec lui. Je veux pas non plus je comprends pas c'est par quoi il passe, et j'ai pas envie non plus de le harceler. J'ai écouté son interview qu'il a donnée sur un média en ligne en allemand, et c'était très touchant, je dois dire. Et il a 70 ans, si vous voulez.
Il a 70 ans. Alors moi, bon, je suis un pro-russe. C'est pas un secret. Même si d'ailleurs, encore une fois, je n'ai jamais demandé à ce que la France fasse la guerre avec la Russie. J'ai demandé à ce que la France soit neutre et soit faiseuse de paix, puissance d'équilibre. C'était ça ma position. C'est toujours d'ailleurs ma position. Mais bon, c'est vrai que je me suis beaucoup moqué de Jean-Noël Barrot, qui le cherche bien. Mais c'est pas le cas de Jacques Beau. Jacques Beau, il faisait des analyses, tout était sourcé. Et d'ailleurs, je suis comme lui, c'est-à-dire si vous regardez mon livre Ukraine, pourquoi la Russie a gagné, toutes mes sources, ce sont des médias essentiellement anglo-saxons. Le New York Times, le Bloomberg, le Washington Post, le Wall Street Journal, c'est The Telegraph, The Economist. C'est ça mes sources. Ou alors, par exemple, quand je parle de l'armée ukrainienne, je cite Défense Express, qui est le média d'une armée ukrainienne. Donc voilà, les estimations, par exemple sur la taille de l'armée russe, c'était une estimation fournie par l'OTAN. Donc en fait, lui avait cette démarche également, avait le côté polémique en moins que moi j'apporte, puisque je suis bien plus partisan que lui. Donc contre lui, c'est vraiment, mais c'est encore plus injuste que contre moi. Et surtout, c'est plus grave parce que, comme vous le disiez, il habite à Bruxelles et il peut même pas, comme il le disait dans son interview, il peut même pas aller acheter du pain. Il peut pas utiliser sa carte pour acheter quoi que ce soit en fait. Il peut pas payer son loyer. Il peut pas. Vous n'avez rien le droit de faire en fait. Là, pour payer mes impôts, pour payer mon téléphone, payer l'électricité, je dois faire une demande particulière au Trésor français. Et là aussi, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est que en fait, la décision donc elle est prise de manière arbitraire par les ministres des Affaires étrangères, et ensuite elles sont appliquées dans les différents pays européens par un organe particulier, et qui dépend du pays. En France, c'est le Trésor français. Donc, je dois demander maintenant, quand je veux faire un virement, qui me sera accordé si c'est une absolue nécessité, je dois demander l'autorisation au Trésor français. Voilà. Et bien sûr, je ne peux plus rien recevoir. Bon, de toute manière, tout ce qui était mes Patreon, tout ça est fermé. Mais voilà où il en est. Donc pour lui, je pense que c'est très grave et c'est parfaitement injuste de faire ça à un homme de 70 ans qui n'a jamais rien fait de mal, qui est colonel à la réserve, qui a été c'est tout simplement et ça montre la peur. Et ce qui est terrible une fois de plus, c'est que malheureusement, dans le bouquin que j'avais écrit, Le Livre noir de la gauche française, je montrais à quel point la gauche française, notamment, qui naît avec la Révolution française, dont l'acte fondateur est la terreur, c'est-à-dire cette phrase de Saint-Just, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le parti vous a désigné comme ennemi de la liberté, vous n'avez plus droit à rien. Et je déplorais que jusque-là, la France avait servi de modèle, un modèle positif dans le domaine des arts au XVIIe, 18e siècle, dans le modèle des arts, dans le modèle dans l'architecture, dans la France mère des lois, des arts et des armes, hein, n'est-ce pas? Donc, et là, tout d'un coup, donc cette gauche a utilisé le rayonnement de la France dans des domaines qui étaient extrêmement positifs, productifs, en exportant son totalitarisme, qui ne vient pas totalement de la France. Hein. C'est à mon avis l'héritage avec l'Angleterre, avec le Calvin à Genève, ce que je décris dans mon livre, avec la révolution de Cromwell. Donc tout ça est en gestation ailleurs qu'en France, mais finalement c'est nous qui faisons cette révolution et qui deviennent un peu malheureusement l'exemple à suivre et qui sera suivi par tous les totalitarismes. Les bolcheviks, Lénine n'a que ça à la bouche. Hein. J'ai trouvé mon Fouquier-Tinville lorsqu'il trouve Dzerzhinsky, le Polonais qui crée la Tchéka, l'organe de répression. Donc en fait, malheureusement, ce que je vois, c'est qu'une fois de plus, la gauche française, c'est-à-dire quand même quelque part un peu la France, devient l'exemple pour tous les totalitarismes, pour toutes les dictatures. Et ça, c'est quand même, c'est très triste pour notre pays. Finalement, la seule chose que maintenant on peut produire, c'est ça, c'est de la répression, c'est de la totalité. C'est un exemple de répression. Et ça n'a pas changé depuis 230 ans. Il va falloir qu'un jour ou l'autre, on regarde notre histoire en face et qu'on en tire les leçons. Et il y a des choses qui ne devraient plus exister, qu'on soit encore sur cette lancée de terrorisme et de répression. C'est tout à fait inadmissible.
Mais cela dit, bon, cette connaissance de l'histoire fait que moi, j'étais quand même surpris. Je pensais pas qu'ils iraient jusque-là. Mais en soi, c'est dans l'ordre des choses. C'est dans l'ordre des choses. C'est-à-dire tant qu'on n'aura pas, fait, encore une fois, le retour sur notre histoire, sur l'histoire de la Révolution, pour admettre que ce n'est pas un moment de gloire et d'héroïsme, mais ce sont les véritables heures les plus sombres de notre histoire. On ne s'en sortira pas. Encore une fois, la terreur, 17 000 condamnations à mort. Ensuite, un génocide en Vendée, des massacres comme on n'en a pas eu à Lyon, dans toute la France. Et ça, c'est le modèle du régime actuel, vous comprenez. C'est ce qu'on célèbre le 14 juillet. Non pas la prise, d'ailleurs, la reddition de la Bastille. Hein, l'assaut sur la Bastille a commencé à 10h. Début d'après-midi, c'était terminé. Ils n'y allaient pas pour libérer des prisonniers. Il y en avait 5 qui étaient à moitié tarés, qui avaient été mis là à la demande de leur famille, mais pour prendre les armes qui étaient à l'intérieur. Ils avaient promis la vie sauve. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il s'est rendu aux soldats et aux chefs de la Bastille, et ils l'ont décapité, ils ont mis sa tête au bout d'une pique. Et ça, alors, il est vrai que ce qu'on célèbre réellement le 14 juillet, c'est la fête de la Fédération, 14 juillet 1790. En quelque sorte, la création de l'armée populaire. Ce qui ne me déplaît pas. Donc, que ce soit une fête de l'armée, c'est vrai, mais c'est pas comme ça qu'on la célèbre. En fait, c'est le jour de la prise de la Bastille. En Russie, c'est Diane Bastille, la prise de la Bastille. Donc ça c'est pas possible. La fête nationale est la célébration de la guerre civile, d'un génocide et encore une fois 17 000 condamnations à mort pendant la terreur. Et en plus le fait de générer la naissance d'un modèle totalitaire qui va s'imposer à partir du 19e siècle dans le monde entier. Pol Pot, Lénine, les bolcheviks, tous sont héritiers de cette révolution bourgeoise de la gauche française. Oui. En tout cas, le bel état de droit dont il était question est quand même complètement violé. Ça n'existe plus. La France n'est plus un état de droit. Le principe, c'est, encore une fois, vous avez fait quelque chose de mal, contraire à la loi, vous avez un tribunal et vous êtes condamné. C'est ça l'état de droit. C'est-à-dire, vous savez à quoi vous... Là, en fait, vous ne savez pas. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez tous les journalistes en France, donc qu'on peut appeler dissidents, dont vous faites partie, Nicolas. Si ça se trouve, demain, c'est vous qui serez sous sanction. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Normalement, dans un état de droit, si vous ne faites rien de mal, vous ne pouvez pas être inquiété. En France, si, par le fait du prince. Donc, d'ailleurs, c'est le but, hein, c'est de faire un exemple. C'est pour envoyer un signal très clair à tous les journalistes dissidents que si jamais s'ils continuent comme ça à dire du mal d'Emmanuel Macron et de son régime, ils vont finir avec sans pouvoir même s'acheter un morceau de pain. Donc c'est ce qu'il faisait en URSS. Hein. D'ailleurs, le média en ligne sur YouTube, The Duran, il disait qu'en fait ça correspondait à l'article 70 du code pénal soviétique. Oui, tout à fait. C'est-à-dire en fait ennemi du peuple. Et donc, et à partir de là, c'est tout l'arbitraire. Hein. C'était facile en Union soviétique. En plus, tout était généré par l'État. Donc, quand on voulait vous faire de vous, vous désocialiser, hein, vous détruire, hein, tout simplement, oui. C'est ce que vous faisiez. Alors, moi, ça marche pas parce que je suis en Russie. C'est fini. La France ne peut plus donner de leçons de démocratie à la Russie. En Russie, ça n'existe pas. On a une coupure. J'espère. Allô, vous m'avez perdu. Oui, ça peut arriver. On vous entend à nouveau, Xavier, c'est bon, vous pouvez continuer. Oui, donc je disais, en Russie, on ne peut pas condamner, on ne peut pas mettre quelqu'un sous sanction sans tribunal, c'est pas possible. Donc en fait aujourd'hui, et alors ça aussi, c'est quand même un côté très très positif, c'est le message que je fais passer aux Russes maintenant. Parce que vous entendez souvent dans la bouche des Russes que oui, mais quand même, nous, on n'est pas comme en Europe, on est quand même, on a un régime autoritaire, etc., etc.
Et là, moi, ma mission aussi en Russie, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs la semaine dernière. Je suis passé chez Solovyov Vecher, le talk show le plus regardé en Russie, avec le fameux Vladimir Solovyov que j'ai interviewé pour GPTV. Et en fait, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. J'ai envoyé un message aux Russes. J'ai dit, voilà ce qu'est un système totalitaire, une dictature. Et c'est pas en Russie qu'elle se trouve, c'est en France, malheureusement, et c'est l'Union européenne. Donc il faut arrêter de rêver. Et déjà économiquement maintenant, évidemment, que étant donné le décollage russe et même je dirais l'accélération russe économiquement, ça fait rêver. L'Union européenne ne fait plus rêver personne en Russie. Il suffit d'aller encore une fois en Europe de l'Ouest. Vous allez à Paris, à Berlin, bon bah vous rentrez à Moscou, vous êtes soulagé, quoi. Bon, donc ça c'était fait. Et maintenant c'est au niveau des institutions et du système qu'il va falloir montrer. Et croyez-moi, je vais pas m'en priver. D'ailleurs j'ai quelques rendez-vous importants cette semaine. Je veux que la Russie exploite ce qui m'arrive pour expliquer à sa population que ce mythe comme quoi la Russie n'était pas une démocratie, etc. C'est faux. Que la Russie peut être fière de ses institutions, fière de son système, et qu'au contraire, et que les Russes doivent continuer à participer à la vie publique, que ça a un sens. Hein. D'ailleurs, pour les prochaines élections législatives, Russie Unie a déjà investi 850 vétérans de la guerre, de l'opération militaire spéciale. Donc ça aussi, c'est un signe, il y a un renouvellement des élites. C'est pas comme nous, on a les mêmes depuis les années 70 quasiment. Donc là, il y a une nouvelle génération qui, en plus, une génération vertueuse qui était prête à donner la vie pour sa patrie. Donc c'est la Russie qui a un système modèle. C'est pas les démocraties européennes, loin de là. Sauf peut-être dans quelques pays comme la Hongrie, mais sinon, l'Union européenne est une dictature. Et la dictature de toutes les dictatures, finalement. Et la dictature de toutes les dictatures. Vous m'entendez, Xavier? Parce que oui, l'image est figée, c'est pas grave. Qu'est-ce que et alors la réaction, je lisais ce matin dans Le Temps, dans la revue de presse, le journal Le Temps, un article expliquant que 2 membres de l'UDC, 2 conseillers, dont un conseiller valaisan, ancien collaborateur d'Oscar Freisinger, donc demandent des comptes. Et l'UDC vole au secours de Jacques Beau, du colonel Beau, demande des comptes au gouvernement suisse, demande au gouvernement suisse de bien vouloir apporter son aide consulaire à Jacques Beau vivant en Belgique. Il ne vous a pas échappé qu'en France, il n'y a aucun commentaire. La classe politique dans son ensemble est totalement silencieuse. Il n'y a pas l'équivalent du RN. Hein, L'UDC n'est pas l'équivalent du RN, je me tue à le dire, mais on en a la confirmation. La classe politique est totalement silencieuse. Qui ne dit mot consent. Bah, c'est ce que j'ai appelé dans mon bouquin les 50 nuances de gauche. C'est-à-dire que il y a 577 parlementaires qui sont plus ou moins à gauche. Vous avez une extrême gauche avec Mélenchon. Et puis après vous avez un magma dont fait partie le RN. Alors je comprends qu'il ne soit pas venu à mon secours, puisque le courage est un défaut qu'on n'a jamais pu reprocher ni à Marine Le Pen ni à Jordan Bardella. Il y a le fait aussi que je les ai attaqués sur la question russe, et finalement ça en fait partie. Je pense que même s'ils le voulaient me défendre, ils n'oseraient pas, parce qu'on les accuserait d'être pro-russes. Et ça, c'est surtout pas. Il faut pas s'opposer à l'avortement dans la Constitution. Il faut pas s'opposer à la politique de guerre et de sanctions qui ruinent la France, parce que c'est trop dangereux. On va se faire mal voir par les médias. Voilà. Donc moi, je n'attendais absolument rien du RN et j'ai pas été déçu. donc voilà. Et pour le reste, c'est encore une fois, ce sont des partis qui sont les héritiers de la gauche révolutionnaire. Donc en fait, leur truc, c'est l'égalité, en fait. C'est pas la liberté. C'est ça, c'est le problème aussi. Le problème, l'égalité est la source de toutes les répressions. Puisque comme l'égalité n'est pas naturelle, elle n'est pas dans la nature, eh bien pour essayer de l'imposer, ça peut être que par la violence.
Donc voilà, c'est leur obsession, c'est là-dessus qu'ils sont comme tous les autres partis. Et puis la liberté, on s'aperçoit que dans l'héritage révolutionnaire, encore une fois, je reviens encore, mais on était libre en France jusqu'en 1789. Hein. Louis X le Hutin, je crois que c'est en 1315, explique qu'il ne peut pas y avoir de servage et d'esclavage en France, puisque Dieu nous a fait libres, en fait. Donc cet esprit de liberté, d'ailleurs franc, le fait de franc, c'est de la liberté, c'est l'homme libre, l'homme franc, et donc ça c'était dans notre génétique. Mais à partir de 1789, en fait, c'est l'abolition de la liberté comme principe. Et c'était aussi dans le christianisme, puisque notamment le christianisme qui est fondé sur l'amour de Dieu, l'amour du prochain, on ne peut pas vous forcer à aimer. On peut vous faire du mal, vous violer, tout ce que vous voulez, mais on peut pas peut pas vous forcer à aimer votre violeur. Donc toute la construction, les fondements de notre civilisation, c'était la liberté, c'était le principe. Et la Révolution a mis définitivement, en tout cas pas définitivement, mais jusqu'à aujourd'hui, a mis un terme à cette vertu. Et ça c'est quelque chose qui est terrible. Et donc voilà, donc en fait je ne suis pas tous ces partis-là sont les héritiers du même mouvement terroriste de septembre 1792, en fait, tous. Donc et si vous voulez, tous les renoncements qu'a fait Marine Le Pen et bon, Jordan Bardella, lui, il vient juste d'arriver, mais elle va pas tout gâcher tout d'un coup pour une question de principe. C'est ça, en fait, c'est-à-dire pas prendre le risque de nouveau de se faire mal voir par les médias. Ce serait trop dommage. Donc en fait, oui, bien sûr, elle n'a aucun principe, et donc elle ne viendra pas ni à mon soutien, ni à celui de Jordan Bardella. Même alors que le discours serait de dire, je ne suis pas d'accord avec ce que dit Monsieur Moreau, mais cet arbitraire est tout à fait inacceptable et montre bien qu'il faudrait réformer l'Union européenne de l'intérieur, hein, comme si on pouvait réformer ce truc-là. Alors, elle pourrait tenir ça, mais même pas. Sinon, ça va être... voilà, donc déçu, mais pas surpris. Et pas surpris non plus de la réaction des médias officiels. Ah oui, des médias, pardon Nicolas, par rapport à la Suisse, et ça aussi c'est intéressant. J'en parlais avec Slobodan Despot qui participait à mon émission sur RT en français vendredi dernier. Il y a bientôt une votation qui doit avoir lieu en Suisse pour un alignement des lois suisses sur l'Union européenne. Et donc je dirais... Peut-être d'ici un an. Ça ne sera pas voilà. tout de suite. Oui. Voilà. Donc ça c'est intéressant, et donc en soi ce qui se passe à Jacques-Beau, alors c'est très très triste pour lui personnellement, mais pour les Suisses c'est plutôt une bonne chose. Ça va ouvrir parce qu'en plus la Suisse telle qu'elle est aujourd'hui, elle reproduit en fait les lois de l'Union européenne. Et d'ailleurs les sanctions, en fait en principe depuis le début, depuis 2022, elle fait toutes les sanctions, ceux de l'Union européenne, elle les prend à son compte, comme si elle était déjà un État membre. Et là ils vont avoir un problème parce que quand même autant, je dirais en France, encore une fois depuis pardonnez-moi, je radote, mais depuis la terreur, on a une habitude dans le totalitarisme et la dictature et la tyrannie. Autant en Suisse, c'est pas le cas. Le Suisse est un citoyen soldat par excellence, et en plus, encore une fois, Jacques Beau fait partie du paysage, je dirais, intellectuel suisse. Donc là, faire une copie conforme des sanctions contre son propre citoyen, je vois pas les Suisses faire ça. Et donc là aussi, c'est extrêmement important, c'est que ça va montrer aux Suisses ce qu'est l'Union européenne, ce qu'est ce pouvoir tyrannique. Et donc, encore une fois, chaque chose, malheur est bon. Et ce qui est fonctionné, et là aussi c'est très triste, mais pas surprenant, c'est que, en fait, finalement, pourquoi Jacques Beau ? Parce qu'il est francophone. Ils sont allés chercher... parce que en fait c'est l'initiative de Jean-Noël Barrot, hein, c'est l'initiative du ministère des Affaires étrangères français qui, ne pouvant pas me punir légalement, a demandé à l'Union européenne de le faire. Donc en fait il y a une peur panique, ce qui prouve que nous avons sans doute beaucoup plus d'influence que nous l'imaginions. Il y a une peur panique de n'importe qui parle français. Oui. Et c'est ça qui est, puisque si vous regardez les autres, bon, vous avez un Américain qui est un ancien shérif mais qui vit en Russie. Donc bon, ça n'a aucun... Ces sanctions, c'est purement symbolique pour eux. Il y a des Russes, des chercheurs russes comme Fyodor Lukhanov, qui habitent en Russie. Donc, je pense qu'il coopérait d'ailleurs régulièrement avec la Chambre de commerce et l'industrie. Un intellectuel brillant, il fait partie du mouvement de Valdai, etc.
Mais globalement, sinon, c'est des Russes, quoi. Mais là, vous avez, donc, sur toute l'Union européenne, vous avez 2 francophones. Parce que la France, encore une fois, pas la France, le régime d'Emmanuel Macron, Jean-Noël Barrot, a peur des intellectuels, des journalistes français. C'est ça la réalité. Et ce qui est plutôt, encore une fois, c'est plutôt encourageant. Si jamais ça ne marchait pas, si jamais on n'était pas écouté, on ne risquerait rien. Et là, ça veut dire qu'on est dans le vrai. Donc, faut rien lâcher. Et au contraire, faut accélérer, faut en profiter. Moi, je serais déçu si je n'arrivais pas à capitaliser sur ce qui est en train de m'arriver, voilà, de nous arriver avec Jacques Beau. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut capitaliser. C'est bon pour la Suisse, c'est bon pour la France. Ça va ouvrir les yeux de beaucoup de nos concitoyens, et ça, c'est quelque chose qu'il faut exploiter. Ce serait impardonnable pour nous de ne pas pouvoir le faire. Après, il faut trouver le moyen de le faire. Même techniquement, j'ai pas encore la solution parce que, encore une fois, tout est bloqué et les avocats, c'est pas gratuit. Mais on va y arriver. Je vais y arriver et j'espère que ça va nous permettre d'avancer sur la route du Frexit. Voilà. Il est vrai qu'il y a de quoi être inquiet pour des médias aussi comme GPTV, en effet, quand on voit les disparitions plus que suspects du général de Lavarde, d'Éric Denessé, et puis maintenant on sanctionne d'autres personnes qui sont des collaborateurs réguliers de notre média et des médias alternatifs, que sont donc le colonel Jacques Beau et vous-même. Il y a en effet de quoi être inquiet. Les médias officiels, les médias mainstream, eux, ont fait quelques articles. Ne vous inquiétez pas, ils n'ont pas dû vous décevoir non plus. Alors, j'ai quand même été un petit peu étonné. De manière, c'était pour paraphraser Charles Maurras, il disait ça de la République, mais j'aurais pu ça de la gauche. C'est la gauche gouverne mal, mais se défend bien. Et c'est clair. Et surtout, il y a un accès. Il me semble, avec ce système, mais avec cette idée ils sont messianiques, c'est-à-dire qu'ils ont une mission pour ce que disait Jules Ferry à propos des Tonkinois et des Africains, mais il le pensait également vis-à-vis du peuple français, un droit et un devoir des races supérieures vis-à-vis des races inférieures. Et la dernière biographie de Jules Ferry montre bien que c'était pas raciste au sens biologique du terme. Le mot race c'était utilisé différemment dans la bouche de Jules Ferry, mais lui se considérait comme lui et les républicains se considéraient comme la race supérieure, et nous, les Africains, les Tonkinois et les Blancs, à l'époque la France était paysanne, donc les Pecnos, nous étions la race inférieure, et il fallait, à coup de trick, nous expliquer que le bonheur d'être un héritier de la Révolution. Donc c'était ça. C'est quelque chose qui est profondément dans la mentalité. Vous me posiez la question, j'ai oublié votre question. J'ai fait une digression. En fait, la question, c'était les médias. Oui, les médias. Oui, en France, tout à fait. Et la façon dont ils ont traité l'information. Et honnêtement, je n'ai vu qu'un article hostile et mensonger, c'était dans La Croix. Il y a eu aussi la même chose dans le Figaro. Oui, alors le Figaro, il y a plusieurs articles. Effectivement, il y en a un, et surtout, il cite je pense, un type, je pensais qu'il avait disparu de la circulation, Hénin, qui dit qu'il m'a rencontré. Bon, moi, je me souviens même pas de l'avoir rencontré, mais bon, peu importe. Et surtout, qui dit que en fait, je vais radicaliser des gens qui n'ont plus rien à perdre, un truc comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, des accusations gratuites, grotesques. Mais quand même, la plupart du temps, notamment l'article dans Libération, est objectif. Il décrit, alors beaucoup copient ma page Wikipédia. Il y a quelques mois, je l'avais souligné d'ailleurs, quelqu'un, avant ma page Wikipédia, ça faisait 5 lignes, c'était propagandiste du Kremlin, avec des idioties. Là, je sais pas qui s'en occupe, mais maintenant j'ai 2 pages, et c'est très bien, c'est très sourcé par rapport aux interviews que j'ai données. Chronologiquement, c'est presque bon. La seule chose, c'est que je n'ai pas fait 5 ans dans l'armée, mais 7. Voilà. Tout vois ça partout. Oui. On me retire 2 ans de service. Donc, mais sinon, j'ai trouvé que dans l'ensemble, et même un de mes amis, alors j'ai pas vu dans l'émission C'est dans l'air, Thierry Breton à un moment est interrogé sur cette question-là, sur ma question, et il est très prudent.
je pense que beaucoup considèrent que Jean-Noël Barrot est allé trop loin, surtout en me citant nommément. Encore une fois, ça, c'est une erreur que je vais exploiter ici également. Est-ce que vous imaginez Sergei Lavrov expliquer qu'il va mettre des sanctions je sais pas, un blogueur russe qui habite à Paris, quoi, parce que c'est un agent de déstabilisation de la Russie. Vous imaginez Sergei Lavrov dire un truc pareil? Non. Bon. Ou Marco Rubio dire que John Smith, réfugié en France, va se prendre des sanctions parce qu'il est un agent déstabilisateur des États-Unis. Non, mais c'est donc voilà. Mais ça montre à quel point ils sont fébriles. Encore une fois, je vais pas me répéter 1000 fois, mais en tout cas, c'est à nous d'exploiter cette erreur qu'ils ont commise. Oui. Oui, non, mais c'est évident. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce sujet. Peut-être, si vous voulez ajouter quelque chose, évidemment, Xavier, sinon on peut aller sur la situation, en effet, géopolitique et militaire, et faire une première prospective de l'année 2026, comme vous le dites, qui va être une année riche sur ce sujet. Est-ce que ce sera l'année de la fin de la guerre? Moi, j'aurais envie de dire c'est probable. Je pense aussi. Alors là, conformément à ce que j'avais commencé à analyser, donc les actifs russes n'ont pas été volés. Je le regrette presque. Je crois que c'était d'ailleurs sur GPTV que je l'avais dit. Je l'ai pas dit que sur GPTV, mais en disant qu'après tout, nous, ce qu'on a besoin, c'est d'accélérateurs. Donc, par exemple, sur les sanctions contre ma personne sont un accélérateur, ce qui va montrer à des gens qui ne voulaient pas le voir que l'Union européenne est une dictature, une tyrannie. Et là, évidemment, que le vol des actifs russes aurait fait basculer l'Union européenne dans une incertitude sur le refinancement sur les marchés qui aurait été tout à fait louable pour nous. On aurait pu l'utiliser. Donc, je pense que malheureusement, la Macronie a fait le même calcul, maintenant dans la presse, c'est quasiment officiel, c'est que Macron n'a pas soutenu le vol des actifs. Alors que Jean-Noël Barrot nous expliquait il y a encore quelques semaines que ces actifs allaient être volés pour financer soi-disant un prêt de reconstruction. Donc ça, c'est quelque chose qui est une bonne chose en fait. La mauvaise chose, c'est que malgré tout, ils se sont mis d'accord pour émettre c'était la solution auquel je pensais le plus en fait, c'est-à-dire qu'ils allaient mettre un crédit qui serait garanti par les États membres de l'Union européenne. Donc là, à l'exception de 3 qui s'en sortent très bien, c'est-à-dire la Hongrie, la Tchéquie et la Slovaquie, c'est que ceux qui se sont soulevés contre les communistes, Budapest en 56, Prague en 1968, c'est pas un hasard s'ils se soulèvent contre lui aujourd'hui, puisqu'on a affaire finalement à la même genre de structure totalitaire. Donc ça va permettre de continuer la guerre. Si vous voulez, si jamais il n'y avait pas eu ce prêt, je pense c'était terminé à la fin de l'hiver. Là, je pense que ça va prolonger jusqu'à la fin de l'année 2026. Si cet argent est donné, est réellement donné, parce qu'après, comment est-ce qu'il va être donné? On va pas donner tout d'un coup 90 milliards à Zelensky. Ça va être petit à petit. Après, faut se méfier aussi des grandes déclarations et voir ce qui va être fait concrètement. Pour les Français, je crois que c'est 17 milliards en plus rajoutés à notre dette, d'un seul coup, comme ça. Voilà. Donc c'est extrêmement grave pour la France, mais ça ne remet pas en cause notre capacité à emprunter. Et d'ailleurs, pour pouvoir prêter à l'Ukraine à 0%, nous, on va emprunter à 4%. C'est ça la réalité. Et nous, ça nous coûtera bien plus cher qu'à l'Allemagne, puisque là, je crois que le taux à 10 ans est à 3,6, quand en Allemagne, il est à 2,5 ou 2,8, je ne sais plus exactement. Donc en fait, c'est pour la France, financièrement, c'est catastrophique. Et mais ça va permettre donc à la guerre de durer. Alors, il pourrait y avoir un accélérateur de la fin de la guerre, c'est si l'armée russe avance, perce quelque part, de manière significative. Ça pourrait avoir... Et en fait, je pense que il faudrait que l'armée russe perce en dehors des territoires auxquels elle prétend pour l'instant, pour que ça serve de leçon. Et là, j'étais content de voir depuis 2 jours, il y a une reprise de l'offensive à Soumy, dans le nord de
dans le nord de l'Ukraine. Alors, on ne sait pas encore si c'est une diversion pour attirer des réserves ukrainiennes ou si c'est vraiment une volonté de rentrer pour de bon dans le territoire. Mais visiblement, les lignes de défense sont pas très bien préparées. Les premières localités ont été prises très facilement. On va voir. Et ça, c'est le genre de choses qu'il faudrait faire, de pouvoir frapper et de commencer à s'emparer de gros morceaux du territoire ukrainien. Ce qui va quand même commencer à faire réfléchir, notamment les membres de l'Union européenne. Si les Russes, tout d'un coup, commencent à pouvoir s'emparer d'un territoire, d'en occuper plus de 70%, tout d'un coup déclenche un référendum pour se réunifier à la Fédération de Russie, ça va faire réfléchir. Et ça pourrait pousser à négocier plus rapidement. Voilà. L'autre chose, c'est que c'est aussi dans la main de Washington. Washington a les moyens d'arrêter la guerre en 24 heures, en fait. Oui. C'est-à-dire de couper le renseignement, de couper Skylink. C'est aussi simple que ça. Et de faire pression sur Zelensky avec son casier judiciaire, entre guillemets, et son équipe. Le gang, c'est un gang d'ailleurs, ce qui est à la tête de l'Ukraine, c'est un gang. Et donc en fait, Trump, il a tout entre les mains pour résoudre ce conflit. Je pense que encore une fois, ce qu'il fait va dans le bon sens. C'est pas parfait, mais ça va dans le bon sens. J'observe que J.D. Vance, son vice-président et sans doute son héritier, c'est comme ça qu'il s'est posé dans le discours qu'il a donné hier. Il a précisément dit que le but c'était de développer les États-Unis, pas de faire la guerre, de donner de l'argent au pouvoir corrompu ukrainien. Donc en fait, il y a un positionnement qui est plutôt favorable. Et je pense que aujourd'hui, je pense que la balle est un peu dans le camp de l'armée russe. Il faut que l'armée russe continue à faire ce qu'elle fait. Il y a eu beaucoup de villes qui ont été libérées, des villes qui comptent, d'autres qui vont l'être. Kupiansk a été prise, il y a eu une contre-attaque ukrainienne, des combats ont toujours lieu à l'intérieur de la ville, mais tôt ou tard, elle va tomber dans les mains des Russes. On a Gouliapol aussi, qui était un des nœuds logistiques au sud, qui est en train de tomber, qui est prise à 70%, et on a eu Seversk qui est tombé. On va avoir Krasny Liman qui est tombé une fois que les Russes ont nettoyé la rive est de la rivière Oskol. Ils pourront de nouveau se diriger vers Izium. Donc, on a tout d'un coup des territoires qui vont de nouveau qui avaient été repris par les Ukrainiens en 2022, notamment Krasny Liman et Izium, qui vont être repris par les Russes. Donc, ça va avoir un impact extrêmement fort. C'est aussi pour ça que d'ailleurs Zelensky a pioché dans toutes les réserves de l'armée otano-kievienne pour essayer de reprendre Kupiansk, parce que Kupiansk a été reprise également par les Ukrainiens, et c'était à Kupiansk que se trouvait l'administration russe au moment où, en 2022. Les Russes ont pris Kupiansk en 4 jours, faut le rappeler. Donc voilà, c'est des événements, des villes extrêmement symboliques, et comme les objectifs militaires sont définis par le marketing à la symbolique du côté ukrainien, eh bien ils commettent des efforts, ils perdent des troupes juste pour tenir quelques semaines de plus une localité qui de toute manière qu'ils vont perdre de toute manière. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important. Si l'armée russe avance vite, eh bien là il peut y avoir, ça peut se terminer plus tôt que prévu. Mais quoi qu'il arrive, si vous voulez, il y aura quand même des financements qui vont arriver, c'est incontestable. De toute manière, si je n'y en avais pas eu, l'État ukrainien est en banqueroute. Est en banqueroute. Je parle même pas de l'aide militaire. Je parle de financer, payer les fonctionnaires, les militaires, le système de santé, etc. Et puis vous avez également aussi quelque chose qui peut faire accélérer, c'est la destruction des infrastructures critiques en Ukraine. Les chiffres qui ont été donnés, alors il faut les prendre toujours avec prudence parce que c'est le ministère de la Défense russe, mais le ministre de la Défense Belaousov a annoncé que 70% des capacités électriques thermiques des centrales thermiques ukrainiennes avaient été détruites. Donc il n'y a pas de miracle. Et puis là, on voit d'ailleurs un gros effort qui est fait pour détruire la capacité logistique, notamment des ponts dans la région d'Odessa, qui permettent de raccorder cette petite hernie à l'intérieur de l'ancien territoire de la Bessarabie, en fait, qui va rejoindre le Danube. Et le Danube est un des lieux de passage de la logistique pour l'Ukraine. Donc, puisque c'est très compliqué en mer Noire pour les Ukrainiens, donc ça permet de prendre le Danube et d'arriver en Roumanie, et à partir de là d'aller vers le détroit du Bosphore.
Et là, ce qu'on est en train de faire les Russes, c'est-à-dire ils sont en train de couper tous les ponts donc de cette petite excroissance, cette hernie qui relie, qui est reliée donc à Odessa. Donc là aussi, ça va avoir un impact. Je pense aussi que la poussée vers Sochi, vers Soumy, c'est la volonté de couper les actes logistiques qui permettent d'approvisionner tout le front de l'Est de l'Ukraine. Ah oui. Et ça, c'est quelque chose d'important, d'autant plus qu'au sud, les Russes sont en train de se rapprocher de Zaporozhye. Donc là, ça veut dire qu'il n'y a plus de transit par Zaporozhye à terme, et je pense assez rapidement. Et ensuite, si jamais ils sont capables de couper les axes qui vont vers Kharkov, tout devient possible. On peut avoir une belle accélération. Et puis, c'est aussi des ressources pour l'Ukraine. Par exemple, les réserves de gaz en Ukraine, il y a un peu de gaz dans la région de Poltava, dans la région de Kharkov. Là aussi, il y a moyen de frapper et de faire mal. Donc, le moment est intéressant, on peut dire. Mais évidemment que ça va prolonger. Ces 90 milliards, même s'ils ne sont pas tous donnés à l'Ukraine, vont prolonger la guerre qui est pourtant perdue. Tout le monde l'a bien compris. Mais il y a encore une espèce de refus dans le bunker d'admettre la réalité. On attend toujours les armes miracles, l'argent miracle, l'armée Venk, l'armée Steiner. Voilà. On espère. Maintenant, Zelensky a dit qu'il a laissé entendre qu'il comptait sur la mort de Donald Trump. Hein. Semble-t-il, oui. Et c'est ce qu'il a dit. Enfin, il a dit que oui, ça pouvait changer. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui restent en vie. Et je comparais ça, encore une fois, on est dans le bunker, j'ai comparé ça c'est Hitler le 12 avril 1945 qui apprend la mort de Roosevelt et qui se dit c'est le moment où l'armée américaine va se rapprocher de l'armée allemande et ensuite on va aller faire la guerre aux bolcheviks. Hein. Donc le monde parallèle. Et là on est finalement dans ce même genre de pathologie de la défaite en fait, c'est-à-dire qu'on se met à croire tout et n'importe quoi, que l'économie russe va s'effondrer, etc. On sort des chiffres faux. Le dernier rapport de l'IFRI, qui était censé nous faire croire ça, sort des chiffres complètement faux, des affirmations fausses sur l'état des réserves de change russes, qui n'ont jamais été aussi élevées depuis que Poutine est au pouvoir. C'est sans doute parce que, comme ils ont ces réserves de change, il y a plus d'euros, il y a plus de dollars. Je pense que les Russes ont acheté beaucoup d'or. Et en fait, l'or est en train de décoller. Ce qui fait que la valeur de ces réserves de change a largement augmenté. On est à 735 milliards de dollars, 732 milliards de dollars. Donc c'est même si vous retirez les 200 milliards qui ont été gelés qui pourraient être volés par les Otano-Kieviens, ça reste une des plus grandes réserves au monde. Donc voilà, donc il y a quand même, mais ça n'empêche que vous entendez, notamment, j'ai écouté Alain Bauer, c'est un festival à chaque fois. Et en fait, il se présente comme un spécialiste, il est incapable de prononcer le nom correctement de Madame Nabulina. Là, il était interviewé sur, je ne sais plus si c'était sur LCI ou sur BFM, ou sur CNews peut-être. Mais bon, il essayait de parler du Premier ministre. Il essayait de parler du Premier ministre russe et Mishustin, c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc il se présente comme un spécialiste. Il est incapable de prononcer correctement le nom de Madame Nabulina, de Mishustin, et les données qu'il donne, les informations qu'il donne, en fait, il les trouve en gros dans la presse américaine. Alors, il est très connecté avec, je pense, les néocons aux États-Unis, et il balance des choses. Là, pareil, on nous a présenté un ancien très proche de Vladimir Poutine qui a donné sa démission, Dmitri Kozak, qui, j'en parlerai d'ailleurs dans mon prochain bulletin. Donc on nous présente ça comme lui voulait la paix, alors que Vladimir Poutine voulait faire la guerre, il l'a payé par sa place. Non, Dmitri Kozak, il a l'âge de Poutine, mais il est plus fatigué Vladimir Poutine, il a envie de faire autre chose. Et surtout, quand vous écoutez les rapports qu'il fait en février 2022, vous voyez bien que c'était. J'ai retrouvé, parce que ça m'intéressait de savoir, j'aimais toujours savoir comment fonctionne la propagande. Donc d'abord, il y a une rumeur qui sort sur un fanzine russe basé à Vilnius, généralement c'est ça, ou une chaîne Telegram, qui est ensuite, où donc et là on vous sort généralement c'est deux sources qu'on peut pas vous citer, voilà, deux sources proches du gouvernement mais on veut pas vous citer. Donc en fait c'est de la flûte, vous ne veut rien dire.
C'est repris dans la presse occidentale. Donc là, c'était repris par le New York Times, je crois. Et donc, on nous explique que Dmitri Kozak, il voulait la paix et Poutine voulait la guerre, et c'est pour ça qu'il finit par démissionner, etc., etc., etc. Et donc, et ensuite, c'est repris dans la presse, évidemment, la presse française, et c'est Alain Bauer qui arrive et qui vous parle de ça. Vous avez l'impression qu'il a accès, en gros, des informations secrètes au sein du Kremlin. Et donc, à tout hasard, parce que je me souvenais de l'intervention de Dmitri Kozak juste avant la guerre, au moment du format de Normandie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais début 2022, Poutine, fin 2021 et début 2022, Poutine donne une dernière chance à la paix. La première chose, c'est en envoyant 2 textes de référence à l'OTAN et aux États-Unis, donc avec les exigences russes, qui ne se feront même pas l'objet de discussions ou de négociations. C'est directement à la broyeuse. Donc, ok, c'est vrai. Et ensuite, finalement, à la demande de Macron à l'époque, c'était encore Angela Merkel, je crois, ou c'est le début, c'était l'arrivée de Olaf Scholz, il accepte de réouvrir le format Normandie. Donc, le format Normandie, pour vous souvenir, c'était l'anniversaire du débarquement en 2014. Poroshenko vient d'être élu et il se trouve en Normandie tous les 4. Donc, il y a Poutine, Poroshenko, Macron et je me souviens plus si c'était déjà Olaf Scholz ou non. Bien sûr que c'était pas Olaf Scholz, c'était Angela Merkel. Donc il lance ce format de discussion qui est un format assez spécifique et donc qui va se retrouver régulièrement pour essayer de trouver une solution. Ce format se réunit également à l'arrivée de Zelensky au pouvoir en 2019, et où on le voit en train de ricaner quand Vladimir Poutine parle à ce moment-là. Bon, visiblement, je crois qu'il avait, dès cette époque-là, décidé pour la guerre, je veux dire Zelensky. Donc, bref, les Russes ne croient plus à ce format. Et le représentant, voilà pourquoi je vous en parle, le représentant pour ce format, c'était Dmitri Kozak. Et le problème, c'est que lui, il n'y croit plus. Et donc, Vladimir Poutine, pour faire plaisir, relance des rencontres. Je crois que la rencontre a lieu à Paris, d'ailleurs, entre les représentants donc, de ces 4 pays, du format Normandie. Je crois que ça a lieu en janvier. Et Dmitri Kozak donne une conférence de presse qui était, je crois, d'ailleurs, à l'ambassade de Russie en France, à la fin de cette discussion, et il dit que ça sert à rien. Et quand Vladimir Poutine, au moment de la reconnaissance des républiques autoproclamées du Donbass, lui demande où en sont les négociations, il dit ça n'a pas bougé depuis 2015. Voilà, les accords de Minsk, ça n'a pas bougé depuis 2015. Donc en fait, il justifie le début de l'opération militaire spéciale, puisque une des raisons, ce qui fait que d'ailleurs l'opération militaire spéciale est légale du point de vue du droit international, c'est que la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU 2202 n'a pas été respectée par l'Ukraine depuis le 1er janvier 2016. Les Russes ont le droit d'intervenir depuis le 1er janvier 2016. Les Français auraient dû, et les Américains qui avaient voté pour cette résolution, auraient dû intervenir aux côtés de la Russie pour faire appliquer les accords de Minsk. On sait depuis qu'ils n'ont jamais eu l'intention de les appliquer. Donc voilà, pour dire un peu le mécanisme en fait du mensonge. Donc on nous raconte n'importe quoi. Donc il y aura des dissensions à l'intérieur du gouvernement russe. Il faut bien se rendre compte que la seule dissension par rapport à Vladimir Poutine, c'est ceux qui veulent aller plus fort et plus loin. C'est ça. La seule inquiétude que je vois dans une certaine partie de l'élite russe, c'est faut quand même qu'on aille il faut aller jusqu'à Odessa. On ne peut pas se permettre de se contenter des 5 territoires que la Russie exige d'être reconnus par Kiev et par la soi-disant communauté internationale. Donc la seule contestation qu'il pourrait y avoir face à Vladimir Poutine, c'est pas d'arrêter la guerre, c'est de ne pas aller assez loin. Poutine est un modéré. Sinon, il serait intervenu le 1er janvier 2016. La réalité, c'est ça. Et donc c'est peut-être ce qu'il aurait dû faire. Je ne suis pas persuadé, mais la conflagration aurait été moindre. Et nous, on a besoin de ça, en fait. On a besoin, la France a besoin de la défaite militaire de l'OTAN pour se libérer, pour provoquer une secousse qu'on pourra exploiter pour libérer notre pays de la tyrannie. C'est fondamental. Les Russes se battent pour nous en ce moment. On s'en rend pas compte, mais je le dis et je le répète, le soldat russe se bat pour le Donbass, pour la Nouvelle-Russie et pour la France.
La défaite militaire aura des conséquences sur ce régime totalitaire. On a besoin de la victoire russe. C'est exactement ça, c'est ce que je disais encore samedi dernier sur Radio Courtoisie. Et moi, en tout cas personnellement, je suis exactement sur cette ligne, Xavier, oui, c'est vrai. Donc, pour terminer peut-être cet entretien, les négociations en cours donnent... Je pense que c'est ce que Gilles-Emmanuel Jacquet a appelé la diplomatie de la navette, en fait, les navettes diplomatiques. Je pense qu'on va assister, pareil, à des échanges qui vont durer encore régulièrement. Personne ne va prendre la responsabilité de dire on arrête les négociations. Pour l'instant, visiblement, l'administration américaine ne veut pas faire pression plus que de manière plus stricte face à Zelensky, mais on va voir. Encore une fois, on va voir ce que va sortir le NABU, l'organe anticorruption, dans les jours qui viennent. A priori, il y a d'autres choses qui vont sortir. Si jamais ça incrimine directement Zelensky, ça veut dire que Trump a décidé de passer à la vitesse supérieure. Ce qui n'est pas exclu. Ce qui n'est pas exclu. Encore une fois, Trump peut arrêter la guerre en 48 heures. Il peut le faire. Il a peut-être intérêt. Voilà. S'il coupe Starlink, c'est terminé. Il n'y a plus de transmission dans l'armée ukrainienne. C'est la catastrophe. Donc, s'il coupe le renseignement militaire, le renseignement satellitaire, là aussi, ça aura des conséquences significatives. Donc, voilà un peu où on en est. En attendant, je pense qu'on va assister pas mal à des navettes diplomatiques. Macron a de nouveau demandé, donc, vous vous souvenez, après avoir juré ses grands dieux en 2022, qu'il n'appellerait pas Poutine. Finalement, il l'a appelé il y a quelques mois. Poutine a répondu. D'après ce qu'a dit Sergueï Lavrov, ça n'a servi absolument à rien. Donc, je pense surtout que après l'échec du vol des actifs, en fait, il y a quand même une certaine prise de conscience de la faiblesse de l'Union européenne et de la France. Donc, Macron essaie de faire du Macron. Il macronite, comme disent les Russes. Il macronne. Il appelle pour ne rien dire. Et donc voilà, on va voir ce genre d'échange qui ne sert absolument à rien. De toute manière, depuis que Macron a publié en juin 2022 sa discussion avec Vladimir Poutine du 20 février 2022, il a perdu toute crédibilité, non seulement en Russie, mais d'ailleurs dans le monde entier. Il faut voir comment Xi Jinping l'a traité. Donc voilà. Mais la réponse de Peskov, le porte-parole du Kremlin, était de dire s'ils veulent discuter, pourquoi pas. Encore une fois, les Russes sont patients. De toute manière, encore une fois, plus les Européens attendent, plus la victoire russe sera significative du point de vue territorial et humain. Donc voilà. Donc je pense que ça va continuer à discuter, mais il y a deux choses qu'il faut attendre. C'est ça. Jusqu'où veut aller Trump dans sa pression sur Zelensky, et jusqu'où ira l'armée russe. Voilà, la situation est très très mauvaise sur le front pour l'armée otano-kievienne. Et donc même avec des milliards, si vous voulez, à un moment, les milliards suffisent pas. Il faut des obus, il faut des soldats qui ont envie de se battre. C'est ce dont manque cruellement l'armée otano-kievienne. Alors que du côté des Russes, eh bien, on a le chiffre de 400 000 a été annoncé par le ministère de la Défense. Et c'est des 400 000 jeunes, en fait, en plus. C'est des jeunes soldats. Donc, costauds, motivés. Et en plus, plus l'armée russe avance, plus ça encourage les jeunes à s'engager, de participer à cet élan victorieux et de finir dans le camp des vainqueurs. Donc, voilà, ça, c'est une réalité du terrain qui pourrait aussi être un accélérateur. Oui. L'objectif, c'est quand même d'aller jusqu'à Odessa, alors. Alors, quoi qu'il arrive, d'une manière ou d'une autre, Odessa sera reprise. La question, c'est est-ce que ce sera repris militairement parce que le front s'effondrera quelque part, ou est-ce que ce sera dans le cadre de la dénazification et de la démilitarisation et de la mise en place d'un système démocratique en Ukraine, dans ce qui restera de l'Ukraine, où les régions seront autonomes, c'est-à-dire en fait faire ce qui était prévu pour les accords de Minsk, c'est-à-dire des régions autonomes pour le Donbass. Donc, faire ce qui était prévu pour les accords de Minsk, le faire pour toute l'Ukraine. Et donc, vous aurez une région autonome d'Odessa, de Nikolaïev, de Dniepopetrovsk, de Kharkov, de Soumy, de Tchernigov, de Galicie, de Volhynie. Voilà. Et donc un pouvoir extrêmement décentralisé
qui fera que de Kiev, la puissance la capacité de nuisance de Kiev ne sera plus possible. Voilà. Et surtout avec une armée extrêmement limitée. Et dans ce cadre-là, évidemment, si vous avez des élections libres, ce qui n'est pas le cas en ce moment, dans la région d'Odessa, vous aurez des candidats, vous aurez une domination d'un parti pro-russe. À Odessa, à Kharkov, à Dnipropetrovsk, à Nikolaïev, dans toute la Nouvelle-Russie, vous aurez, encore une fois, si un système démocratique centralisé, je pense que c'est ce que vont exiger les Russes, eh bien, vous pourrez reprendre Odessa sans faire la guerre. Voilà. Et c'est ce qui se passera. Mais Odessa est la clé. Hein. Oui. Odessa est la clé pour les. C'est la seule ville d'Ukraine qui a été citée par comment il s'appelle, par Donald Trump. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a appris que Trump voulait inclure BlackRock, c'est même officiel, hein, dans la reconstruction. Donc je rappelle, BlackRock a perdu beaucoup d'argent en Ukraine. Il voulait se faire rembourser. D'ailleurs, c'était une de mes analyses. Et je pense que ça va être intéressant de savoir si Kiev, avec l'argent qui est fourni par l'Union européenne, va commencer à rembourser BlackRock. Parce que je rappelle que Friedrich Merz, le chancelier allemand, c'est un ancien de BlackRock, à un très haut poste. Donc, je ne serais pas étonné qu'on utilise l'argent de Helmut, Nicolas et le vôtre, Nicolas, et de Giuseppe pour rembourser BlackRock. Et BlackRock connaît la valeur d'Odessa, puisque BlackRock veut s'emparer des terres et veut s'emparer de ce qui reste. Alors, c'est surtout du coup à l'est de l'Ukraine pour son malheur, mais il y a des tas de choses dont il veut s'emparer. Et évidemment que mettre la main sur le port d'Odessa, ce serait Odessa va être. Il restera plus grand chose comment dirais-je, de richesse à l'Ukraine à la fin de la guerre, mais le port d'Odessa en est une. C'est une chose qui va évidemment faire envie, et je pense que BlackRock serait pas du tout hostile à s'emparer de ce port-là, et je pense que c'est ce qui a été expliqué à Donald Trump. Donc voilà. Et d'ailleurs, BlackRock pourrait très bien faire aussi un lobbying pour arrêter la guerre, hein, maintenant. Oui. Précisément pour s'emparer d'Odessa. Précisément. Exactement. Voilà. Exactement. Oui, tout à fait. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Xavier, pour cette heure passée ensemble. Merci bon courage pour la suite. Et vous avez parfaitement raison. Ce que vous faites là, ce sont des choses qui sont importantes aussi pour nous. Parce que je le dis, je le pense et je le crains, nous sommes embarqués dans la même galère. Merci beaucoup, Xavier. Merci, Nicolas. Yeah.